il leur faut parfois d'énormes sacrifices pour construire leur maison. Quand un homme ou une femme, un salarié ou une fonctionnaire trouve son boulot, comme on le dit chez nous, la première des choses, c'est de tout faire pour avoir sa propre maison. Ça commence déjà par s'acheter une parcelle au prix de tontine, au prix de privation. Et après, vient maintenant le moment de s'engager pour la construction de sa maison. On ouvre alors un chantier. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'il est facile pour le fonctionnaire béninois de vraiment avoir une maison décente, une maison digne de ce nom qui lui permette de vivre au même moment qu'il travaille? Parfois, certains se retrouvent surpris par la retraite et sont toujours dans une maison à louer. Ils n'ont pas encore leur propre toit. Comment faire? Est-ce que les pouvoirs publics disposent de mécanismes qui permettent aux fonctionnaires ou aux salariés béninois de pouvoir, continuant de travailler, de pouvoir donc construire sa maison aisément, sans se saigner, sans que cela lui coûte les yeux de la tête? Pour en parler, nous avons invité pour vous 2 personnes déjà sur ce plateau. Madame Dalonde. Bien sûr, nous avons sur ce plateau Olivier Sagbo. Il est fonctionnaire, il va partager avec nous son expérience de la chose. Merci d'être là, Monsieur Sagbo. Merci, madame. Bonjour. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons Obayomi Ahamada, coach en développement personnel. Merci d'être là. Bonjour. Merci. Bonjour, madame. Certainement, vous partagerez avec nous également votre expérience en étant dans le privé? Bien sûr. Au téléphone, nous aurons un économiste spécialisé dans la planification. Il s'appelle Issifou Ramanou. Merci, Madame Dalonde, d'avoir planté le décor. Nous allons commencer tout de suite par Monsieur Sagbo. Vous êtes fonctionnaire de l'État béninois. Vous avez eu une petite expérience en la matière. Et puis, aujourd'hui, vous n'êtes plus en location. Si je vous demandais de partager avec nous votre expérience, est-ce que cela vous a coûté les yeux de la tête? Vous êtes saigné de quelle façon pour avoir votre maison? Merci, monsieur le journaliste. Est-ce qu'il est déjà même dans sa maison ou toujours en location? Là aussi, c'est la question. Je vais en venir. Non, je sais que vous n'êtes pas en location, par exemple. On y va. Merci beaucoup. Oui. Je suis vraiment très intéressé par le sujet. Et je crois que l'échange que nous allons faire ou que nous sommes en train de faire va beaucoup intéresser les fonctionnaires et qui pourront en prendre un certain nombre de leçons. Je vais dire que le fonctionnaire, pour réaliser vraiment ce projet qu'est la construction d'un logement, avoir un toit, ce n'est pas une tâche facile. Il faut l'avouer, ce n'est pas une tâche facile. Mais néanmoins, si on sait s'y prendre, si on se planifie, comme ça se doit, je crois qu'on peut y arriver. Pourquoi vous dites que ce n'est pas si facile? En temps normal, vous avez étudié, vous avez votre diplôme, vous êtes engagé, vous êtes embauché dans l'administration publique. Beaucoup vous envient. Bien sûr. On se dit, ah ben, la retraite est assurée. Oui. Mais pourquoi celui-là, à qui la retraite est assurée, difficilement arrive à avoir son chèque? Merci, madame la journaliste. Je crois que tout se pose par rapport au revenu salarial. D'accord? Et le fonctionnaire, comme les tests le prescrivent, c'est-à-dire n'a pas autre chose à exercer que sa fonction. Les tests l'interdisent en fait. C'est-à-dire tu es fonctionnaire, tu l'es, tu remplis ta fonction et tu as un salaire mensuel. Tu ne peux pas faire du commerce ailleurs, créer une autre entreprise. C'est interdit. C'est interdit. Je crois que ce qui est autorisé, je crois, sous réserve vraiment de vérifier, c'est un peu les activités agricoles. C'est ça que les tests autorisent les fonctionnaires à faire, à pratiquer. Mais les activités commerciales, c'est vraiment interdit. Donc la seule source de revenu pour le fonctionnaire, c'est son salaire. D'entrée de jeu, il faut que je souligne un peu les catégories qu'il y a en termes de fonctionnaires. Donc le personnel de la fonction publique, on peut comprendre par là, c'est-à-dire il y a les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire qui travaillent dans les administrations décentralisées, les communes, et les agents contractuels de l'État. D'accord? Donc toutes ces catégories sont, c'est-à-dire au service de l'État, d'une collectivité publique. D'accord?
Donc, dès que tu es recruté, tu as un contrat, etc., tu as un salaire qui est déterminé. Donc, étant donné que tu sais que tu n'as pas d'autres activités à exercer, ça veut dire que tu vas te cramponner. Tu planifies tout par rapport à ce revenu mensuel, tout simplement. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu vois le revenu que tu as et c'est par rapport à ça que tu vas planifier. Tu ne dois pas attendre d'autres à côté. C'est possible, mais ce que je sais, c'est que les tests l'interdisent. Oui, le statut général des fonctionnaires, des agents de l'État l'interdit. Mais une ferme, c'est possible. C'est possible. D'accord. Alors, Monsieur Obayomi Ahamada, dites-nous, vous qui êtes coach en développement personnel, salarié aussi du secteur privé, dites-nous, pourquoi cette soif, je dirais même cette hantise du Béninois d'avoir sa maison, quel que soit le prix? Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur cette émission. C'est nous qui sommes honorés. Merci. Alors, cette hantise, vous dites, je vais dire que c'est quand même culturel chez le Béninois d'avoir son chez. C'est très important. Et je me rappelle, ma maman me disait que le Béninois, quand les Togolaises d'à côté, parmi les hommes qu'il fallait marier, l'homme de choix, c'est le Béninois. Et pourquoi? Parce que le Béninois veut avoir son chai, travaille pour avoir son chai. Il est travailleur. Voilà, donc c'est quand même un élément vraiment culturel, d'accord, qui est ancré en nous et chacun de nous voudrions avoir notre chai. Même si notre papa a déjà construit et que voilà... On se dit que ça c'est pour le vieux. C'est pour le vieux. Comme on le dit. Il faudrait que je puisse... avoir le mien propre. Le mien en propre. Voilà. C'est toujours d'actualité cette manière de voir, cette manière de réfléchir, de penser du Béninois? Cette mentalité est en train de progresser. C'est en train de progresser avec la nouvelle génération. Où la réflexion aujourd'hui, c'est d'être plus proche des centres urbains où on déroule ces activités. Quand on fait le calcul, je veux avoir mon chai, mais avec mes moyens, je vais prendre une maison à Drabor, à Calavi. Après, quand je fais le calcul, je dois venir chaque jour à Gary travailler. Quand je fais la balance, je me rends compte que... mais j'aurais mieux. C'est quand même un coût énorme. C'est important. C'est important. Donc, il y a cette génération qui est maintenant en train de réfléchir pour quand même rester en ville, là où nous avons vraiment les écoles qu'il faut. Mais rester en ville, ça a également son coût. Ça a aussi son coût. C'est rester en location. C'est rester en location. Mais cette génération n'entend pas rester en location ad vitam aeternam, non? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce serait intéressant d'explorer des options je vais parler les transports en commun. Pas seulement les transports communs, mais je veux dire les logements sociaux, bien entendu, mais la possibilité, par exemple, lorsque la maison est divisée en 2 appartements, que l'on puisse acquérir, entrer en possession d'un appartement sur l'ensemble. C'est ça. Voilà, ça peut être des solutions qu'on pourrait exploiter. D'accord. Je sais quand même, mais il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui ont construit, mais qui malheureusement ont laissé leur chai pour venir louer à Cotonou. Compte tenu de la distance. Compte tenu de la distance. Finalement, on se demande à quoi bon construire son chai si on ne peut pas y rester quotidiennement. Absolument, c'est des contraintes terribles pour les enfants. Déjà, lorsque vous voulez qu'ils fréquentent de bons établissements qui sont à Cotonou, c'est quand même contraignant. Mais parlons maintenant du salarié, du fonctionnaire. À votre avis, Monsieur Sagbo parlait tout à l'heure de planification. Il n'a que son salaire. On connaît à peu près le salaire du fonctionnaire béninois. Il n'est pas aussi faramineux que ça. Parfois, à la limite, c'est un salaire de misère. Avec ça, comment est-ce qu'il va pouvoir se planifier, répondre aux besoins de tous les jours et penser à construire sa maison? Effectivement, le gros problème au niveau de ce sujet-là, c'est la planification. Je vais dire, la plupart des éléphants blancs, nos petits éléphants blancs que nous voyons un peu partout, les maisons que l'on commence sans pouvoir terminer, sont, je vais dire, à 80% liées à la mauvaise planification. Le fonctionnaire, c'est vrai, il a un salaire qui n'est pas, qui ne serait pas
très important, mais le fonctionnaire détient un levier qui est très important. C'est le temps. Il a un contrat qui est sûr sur 30 ans, qui constitue quand même un levier très important auprès des banques. Donc, quand je rentre dans la fonction publique, peut-être au plus tard 21, 25, 30 ans, je suis assez jeune pour me présenter devant la banque. J'ai encore 25 ans, voire 30 ans devant moi. Avec ce levier qui est très, très important, je peux quand même soulever un montant substantiel, d'accord, qui rentre en phase avec un projet. Donc, la difficulté que nous voyons la plupart du temps, c'est que les gens commencent les projets de construction comme ça sur un coup de tête. Si déjà... Sans avoir déterminé tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Qu'il faut, absolument. Donc, il faudrait avoir un projet à la taille des ressources que l'on peut mobiliser. Voilà. Donc, ça dit que le fonctionnaire béninois ne doit pas viser grand, ne doit pas rêver grand. L'État devrait compenser avec les logements sociaux que chaque gouvernement essaie quand même de mettre en œuvre. Ça devait être un bon palliatif pour les fonctionnaires de l'administration publique. Je pense qu'on va peut-être faire une thématique sur les logements sociaux parce qu'on a compris finalement que chaque gouvernement depuis quelques années, c'est quand même une préoccupation. Mais il se fait qu'il y a des logements sociaux qui se retrouvent dans la brousse. Personne ne s'en occupe. Pendant que les fonctionnaires sont dans le besoin. Mais M. Sagbo, pourquoi nos parents, moi j'entends souvent mon père dire, un fonctionnaire béninois, s'il ne va pas tricher, il ne va pas faire de la corruption, c'est qu'à la fin de ses 30 ans de service, ou 60 ans d'âge maintenant, il va certainement vivre dans du rien quoi. Pourquoi le salaire béninois, le salaire du fonctionnaire béninois n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait? Merci, madame la journaliste. Je crois que les réalités... Et par rapport au salaire, il varie d'un pays à un autre, c'est-à-dire selon le pouvoir financier de chaque État. Donc le bénéfice par rapport à son pouvoir financier. Donc il y a une grille salariale et je pense... Et pensez-vous que cette grille salariale-là est vraiment... ce qu'il faut, mais le fonctionnaire à l'abri lui permet de vivre décemment et d'avoir des projets réalistes. Je suis d'accord avec vous que ça ne permet pas. Parce que aujourd'hui, d'abord, et chaque année, le coût de la vie s'accroît. Ce n'est un secret pour personne. Ça s'accroît. Et cette réalité fait que du jour au lendemain, le fonctionnaire se retrouve dans une situation plus ou moins accablante. Parce que les salaires n'augmentent pas de façon proportionnelle. D'abord, c'est pas aussi... C'est rare. D'abord, c'est rare qu'il y ait augmentation salariale. C'est rare. Les gens ont espéré depuis il y a 5 ans, dès que le nouveau régime s'est installé... Le nouveau régime ou bien l'ancien nouveau régime? Ce que vous voulez, s'est installé, c'était l'espoir de beaucoup de fonctionnaires. Bon, ils attendent toujours cette augmentation. Bon, moi, je crois que pour l'instant, il faut... faire avec ce qu'on a d'abord. Il ne faut pas trop espérer sur ce point-là, surtout par rapport à l'augmentation salariale. Ce n'est pas aussi évident que ça. D'accord, mais au-delà de la politique de logement que les gouvernements successifs mettent en place, ne pensez-vous pas que les gouvernements devraient aussi agir sur le levier qu'est le foncier, parce que la terre coûte de plus en plus cher dans notre pays. Les gars, pour vendre... Enfin, je le dis comme ça, à l'heure passée, c'est à 2 mètres du goudron, c'est à 5 mètres du pavé. Résultat, il faut beaucoup de millions pour acheter. C'est ça. Le fonctionnaire n'a pas encore, il ne gagne pas 200 000 à la fin du mois. Quand est-ce qu'il va pouvoir tout planifier, n'importe comment jouer sur le levier temps, comme l'a dit M. Obafemi? Obayomi, merci. Comment va-t-il s'en sortir pour acheter la parcelle à coût de millions et maintenant construire? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce n'est pas facile. C'est vraiment une tâche ardue. Et ce que moi, je peux déjà conseiller pour un fonctionnaire, disons, au début de sa carrière, tout se planifie déjà au début de la carrière. Il ne faut pas attendre, disons, 5 ans de la retraite pour commencer par se lancer. Là, on est essoufflé, facilement essoufflé. Donc, c'est déjà au début. Bon, tout le monde peut-être n'a pas la chance
au début de sa carrière, d'avoir des conseils. D'accord, on commence la carrière, bon, on avance et puis ça s'arrête là. Mais si un fonctionnaire a la chance, et déjà au début de sa carrière, il a des conseils, d'accord, c'est déjà là qu'il va commencer par agir. D'accord. Et pour agir, il faut d'abord avoir une idée de la grille salariale. C'est-à-dire, la grille salariale te permet de savoir dans 5 ans, voilà mon niveau de revenu. Dans 10 ans, voilà. Dans 15 ans, voilà. Et c'est avec ça qu'il faut se protéger et se projeter. Il y a plein de fonctionnaires aujourd'hui qui n'ont pas une idée de la grille salariale. La grille est là, tout le monde peut l'avoir. Ils n'ont pas l'idée. Ils ne connaissent que leur salaire. Voilà. Parfois, il y en a qui n'ont aucune idée même de leur salaire. Bon. Ça tombe à la banque. À la banque, la fille de père reste là juste toute l'année là-bas à l'administration. Exactement. Donc, comme je l'ai dit au début, le fonctionnaire c'est-à-dire, c'est seulement le revenu mensuel, le salaire mensuel. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se caler sur ça. Et par rapport à ça, et déjà que le fonctionnaire il a sa grille salariale, il va falloir forcément essayer d'agir sur ses charges. Ça, c'est un levier important. Parce que si les charges sont lourdes, le peu de ressources s'envole facilement. Facilement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la seule option que le salarié ou le fonctionnaire d'accord, de l'administration publique a, c'est recourir aux emprunts, se rapprocher des banques. Est-ce que c'est réellement avantageux pour le salarié, pour le fonctionnaire? C'est un peu difficile, mais je ne vois pas d'autres options, pratiquement. Oui. C'est les prêts, et c'est ce qui se passe aujourd'hui généralement. Ce sont les prêts. Pour acheter une voiture, par exemple, le fonctionnaire a recours aux prêts. Oui, il fait des emprunts. D'accord. On peut continuer où vous voulez aussi? Ok, d'accord. Alors, vous avez dit tantôt 30 ans, mais ceux qui ont commencé après 30 ans n'ont pas eu la chance de commencer tôt. Et après 30 ans, certains ont commencé à 35, 40 ans. Absolument. Il n'a que 20 ans ou 15 ans pour se réaliser. Voilà, pour se réaliser. Les banques, là, c'est difficile pour les banques d'autoriser ces personnes-là parce que, bon, c'est vrai, le contrat est là, vous êtes peut-être un peu ou bien contractuel, mais il y a également l'âge qui agit. Absolument. Ceux-là, ils font quoi? Absolument. Je pense que l'une des solutions les plus durables, c'est vraiment au niveau de l'État. L'État devrait éviter à chaque fois de poursuivre les populations qui devancent toujours l'État pour aller s'installer dans des zones un peu partout. En temps normal, on devrait urbaniser une zone et après laisser les populations s'installer. Mais ici, nous constatons la tendance. L'État doit anticiper. C'est le contraire. Les populations s'installent dans les zones et c'est après on vient faire le recasement et tout. Puis après on vient les casser. On vient les casser. Je pense que l'État doit renverser la tendance, urbaniser des zones, mettre l'eau, l'électricité, rapprocher certains services essentiels de ces zones-là vers ces zones-là pour que les fonctionnaires qui vont s'installer dans ces zones n'aient pas forcément à faire une longue distance avant d'aller au service, par exemple. C'est pour ça que les logements sociaux constituent vraiment une très belle option pour permettre aux fonctionnaires d'avoir leur chez. Et je pense que l'initiative qui a démarré avec Calavi, où l'État est en train de rapprocher un hôpital de référence internationale, ramener certains ministères vers Calavi. Je pense que aider à créer une nouvelle ville. Une nouvelle ville. D'accord. Parlant des logements sociaux, vous en avez une petite expérience. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. Merci. Je crois que, oui, allez-y, comme l'a dit mon collègue sur ce plateau, monsieur Obayomi, je crois que les logements sociaux sont aujourd'hui vraiment un élément essentiel qui pourrait aider les fonctionnaires. Et à travers ces logements sociaux, l'État peut agir. D'accord? L'État peut agir à faire, c'est-à-dire à permettre aux fonctionnaires d'avoir accès à ces logements. Et je crois que c'est à travers peut-être le jeu du transfert de revenus, c'est un système au niveau des ressources, au niveau du budget. Voilà. Donc ça va permettre, par exemple, si un logement, si son coût de construction peut-être s'élevait à 20 millions, l'État peut dire, bon, le fonctionnaire avec 15 millions
peut vraiment rentrer en possession de cela. Voilà, une discrimination positive. Voilà. Et là, c'est un peu comme l'État participe à l'épanouissement, au bien-être du fonctionnaire. Parce qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas, c'est-à-dire occulter, c'est que si le fonctionnaire est dans certaines conditions, si le fonctionnaire est épanoui, son rendement, c'est-à-dire, ça on le ressent. On le ressent. On le ressent, voilà. Oui. Donc il faut que l'État aussi pense forcément à l'épanouissement. Mais les logements sociaux, c'est vrai, on en parle sur ce plateau, mais nous savons qu'il y en a actuellement un cours où les gens mènent déjà des tractations pour pouvoir en obtenir. Dans le même temps, il y a de ces fonctionnaires-là qui disent que logement social là, c'est pas mieux que j'aille construire moi-même. Parce que quand on regarde un peu déjà les dimensions de ces logements, c'est tellement petit. La zone pour y avoir accès et tout, le gars préfère avoir sa propre parcelle, il trouve dérouler son plan, voilà, et y habiter. Finalement, est-ce que la culture là Oui, après il faut savoir ce qu'on veut. Lorsque nous partons du fait que les revenus du fonctionnaire ne sont pas substantiels, et que à côté, nous disons que les logements sociaux pourraient être une bonne solution et que le fonctionnaire lui-même voudrait se donner plein d'air et de confort, là, il faut choisir. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Oui, mais est-ce que l'État qui a tellement de ressources ne devrait pas justement rentrer dans cette perception de la chose, au lieu d'offrir des enclos Est-ce qu'on va le dire ainsi? Nous avons quelqu'un qui vit dans les logements sociaux qui nous confirme que ce sont des enclos, avant qu'on évolue dans la discussion. Ce qui se passe à Lokossa, quand vous allez prenons le cas des logements sociaux de Lokossa, quand vous regardez, ça ne ressemble pas à une maison en réalité. Et donc, à partir de là, l'État pouvait quand même jouer sur ce levier en se disant, mais non, c'est quand même des êtres, mes citoyens que je veux abriter là, en tenant compte de ça, pour revoir un peu les dimensions des maisons, non, monsieur Sagbo? Monsieur Sagbo, vous êtes dans un logement social, à la limite un enclos? Je ne vais pas... C'est une question que vous lui posez. Oui, c'est une question. C'est une question que je pose. Est-ce que je vais dire un enclos? Comme l'a dit M. Obayomi, je crois que chacun a son choix. D'accord? Et c'est vrai, tous les fonctionnaires ne vont pas se ruer vers les logements sociaux. Chacun a son choix. Il y a des gens qui préfèrent peut-être habiter Porto Novo, ou bien, je ne sais pas, Comé, et il n'y a pas de logement social forcément partout. Non. Donc, chacun a une région de prédilection pour habiter. Donc, il y a forcément deux tendances. Une tendance qui veut forcément être libre dans son choix, avoir sa dimension, là où mettre telle maison. Parce que franchement, les logements sociaux, c'est des plans imposés pratiquement. Ça ne devrait pas une volonté là-dessus. Absolument. D'accord, donc vous l'acceptez tel quel et puis vous faites avec ça. Mais dans votre propre construction, là, vous avez une certaine latitude de modifier votre plan. Ici, c'est là où je vais mettre ceci. Puis voilà. Donc, mais je crois, en termes de coût de revient, le logement social vous libère un peu des tracasseries de construction, le maçon, le ferrailleur. Ça vous met tout ça de côté. Absolument. D'accord, vous avez la clé en main et puis vous intégrez. D'accord. La clé que nous allons utiliser tout de suite, c'est celle qui donne accès aux interventions des Béninois qui se sont prononcés sur la question. Je crois quand même que dans la vie d'un fonctionnaire béninois ou d'un agent, donc même du secteur privé béninois, construire la maison est d'abord une priorité. Cela se fait bien évidemment avec beaucoup de sacrifices, des sacrifices parfois consentis sur une dizaine, voire une quinzaine d'années. Généralement, lorsqu'on prend le salaire ou vous appartenez à un groupe dans lequel vous épargnez et vous avez donc à partir de là une somme substantielle qui vous permet, lorsque déjà vous avez le carré ou lorsque vous n'avez pas le carré, donc ça vous permet déjà d'acquérir le carré. Et à partir de ce moment-là, vous dites qu'il faut planifier les choses. Et planifier, cela veut dire que lorsque vous avez un montant qui vous permet d'acheter un camion de sable, vous achetez le camion de sable, vous le mettez à côté et à partir de là, vous commencez donc à fabriquer des briques. Alors, la conséquence directe, c'est que vous ne vivez plus en réalité. Pour vous-même, vous ne vivez plus parce que vous essayez juste de colmater les brèches. Vous avez de l'argent, mais tout l'argent que vous avez, tout de suite, vous l'investissez. Et cela joue fondamentalement sur votre qualité de vie. Le reste de l'argent que vous avez
soit vous l'utilisez pour vous habiller ou pour manger peut-être juste à la limite de ce qui vous reste, mais en réalité, vous avez un niveau de vie qui n'est pas convenable à partir du moment où vous entreprenez de construire. C'est un peu compliqué parce que les salariés n'ayant pas les moyens qu'il faut, obligés de passer par la banque pour pouvoir avoir une maison. Sinon, la majorité des salariés sont en location. Et il faut, même quand on est salarié, il faut être rémunéré. Réellement, il faut que la rémunération tombe à temps. Là, la banque peut avoir confiance pour te faire un prêt. Un salarié qui veut, qui envisage déjà aller dans sa maison le plus tôt possible, fait vite un prêt. Plutôt, aussitôt qu'il est engagé, ses formalités terminées, fait un prêt et que construit sa maison et il paye au bout du temps. Donc c'est la seule opportunité qu'il a, sauf s'il a d'autres affaires qu'il gère parallèlement. Et c'est compliqué parce qu'il est tout le temps au boulot. Pour construire, moi, j'ai commencé par... nous sommes associés, c'est réunis à 10 pour cotiser au moins 50 000, ça fait 500 000 que chacun prend pendant au moins 10 mois. Et avec 500 000, mais aussi pour acheter au terrain, c'est encore difficile. Et il faut encore aller payer une partie, puis attendre une autre cotisation. Parce que quand on va au-delà de 50 000 par mois, c'est encore compliqué. Donc, il faut mettre encore près de 2 à 3 ans pour pouvoir acheter le terrain. Et c'est comme ça que nous on avait procédé. Et la construction, on avait démarré peu à peu, on trouvait un peu d'argent. Par mois, on peut acheter quelques paquets de ciment et du sable et aller un peu jusqu'à finir la construction. Après aussi, à la banque, il y a les intérêts qui sont très élevés et on est obligé. C'est pourquoi on est obligé de passer parfois par la banque. Mais si l'État peut nous aider, peut aider les salariés à quand même faire des prêts à des taux un peu moins élevés, là, ça peut aider les fonctionnaires à construire la maison. Problème de la famille de temps gérer le pays. Donc, on a besoin de nous barrer. On a encore de banque, on a on fait des choses pour côté. Mais tel qu'on peut bloquer, donc à l'homénager. Parce que le problème est ouvert, on ne sait pas. On est là. Quand les gens on a beaucoup de périodes. Peut-être que les gens sont soulagés. Les gens sont bons. Gouverneur de Pau. Et nous avons encore des pots. Nous avons des gérer dans le cacao. Retour sur ce plateau. Et oui, Monsieur Sagbo, vous avez écouté nos compatriotes, votre réaction? Merci, monsieur le journaliste. J'ai écouté avec attention les interventions des uns et des autres. Et je crois que ça ne fait que, tout ce qu'ils ont dit ne fait que, c'est-à-dire appuyer ce que je viens de dire sur ce plateau. Donc c'est réel, le fonctionnaire vit dans une difficulté vraiment vivante, on le sait. Et comme je l'ai dit tantôt, il doit pouvoir vraiment essayer de voir ses charges, limiter un peu ses charges tant qu'il le peut, et puis se planifier surtout. Limiter ses charges, ça veut dire que le fonctionnaire ne doit pas se permettre certains loisirs? Non, bien sûr. Il doit se permettre certaines choses, il doit s'épanouir, forcément. Mais dans une certaine mesure, vu son revenu. Tout le problème se pose là, le revenu. Si le revenu est vraiment conséquent, mais on élargit l'assiette des charges. Ça, personne ne peut en disconvenir. Monsieur Hamada, vos réactions après avoir suivi les compatriotes? Oui, les intervenants ont apporté les approches de solutions pour rejoindre sa maison. Et je pense que pour le fonctionnaire, nous voyons une porte qui est ouverte, où il a quand même la possibilité de pouvoir avoir une plantation.
une plantation. Donc aujourd'hui où nous avons vraiment besoin d'augmenter le produit intérieur brut de l'État dans la perspective que l'État puisse avoir des revenus et améliorer les salaires, les conditions de la population, ce serait intéressant aussi que les fonctionnaires aillent dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de terres de qualité. Encore faudra-t-il qu'ils puissent les acquérir facilement. Qu'ils puissent les acquérir. Donc c'est toute une politique qui est derrière. À chaque fois, nous voyons que l'État est vraiment... l'État doit offrir les conditions d'épanouissement, les conditions dans lesquelles des initiatives génératrices de revenus peuvent exister. D'accord. Mais dans le même temps, est-ce qu'on ne va pas... Bon, on parle de l'État, mais de l'autre côté, nous avons des gestionnaires immobiliers, des agences et autres. Est-ce que ces agences-là également ne peuvent pas voir dans quel sens... Parce que je me dis, les fonctionnaires, c'est également une mine qu'il faut chercher à obtenir. Proposer un projet ou, on ne sait pas, salaire partiel pour tous ou une très belle question, mais nous avons, on va mettre ça au frigo en attendant. Voilà, notre personne ressourcée en ligne. Monsieur Issifou Ramanou, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Oui, je me porte très bien. Mais, ça va bien, merci. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden. Alors, vous êtes économiste planificateur. Dites-nous, à votre avis, comment le fonctionnaire béninois ou le salarié béninois peut-il planifier ses ressources afin de pouvoir, au soir, enfin, pas forcément attendre le soir de sa carrière, avoir sa maison? Ok, merci beaucoup. Je suis économiste gestionnaire, je ne suis pas économiste planificateur. D'accord. Je vais apporter quelques précisions. Ok, merci. Okay, je vous remercie très sincèrement. Je remercie également les téléspectateurs pour la confiance que vous m'accordez pour m'inviter à cette émission. C'est nous. Oui, il faut reconnaître que l'homme est né et il a un cycle de vie, la naissance, le développement et puis la vieillesse. Et il faudrait qu'au moment où il soit en activité, qu'il pense à la vieillesse, à ses derniers jours. C'est la raison pour laquelle il faut absolument planifier le reste de ses derniers jours. Comment il peut procéder? À partir du moment où il exerce une activité. Je vais prendre l'exemple d'un salarié. S'il gagne son salaire, il pouvait tout faire et planifier ses dépenses pour ne pas tout dépenser, pour ne pas, au moment où il est en activité, pour mener une vie de pacha. C'est la raison pour laquelle il peut économiser une partie de son salaire qu'on appelle le pain. Le pain, c'est la partie du salaire non consommé dans l'immédiat, dans le présent. Et cette partie est réservée pour le futur, pour les bons vieux jours du salarié. Maintenant, comment il peut procéder? Quelles sont les techniques? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la retraite. La retraite, il y a les compagnies d'assurance et il peut souscrire à une compagnie d'assurance pour préparer, assurer sa retraite. Là, il peut s'adresser à des spécialistes, des conseillers, il peut s'approcher de... Oui, mais monsieur Ramanou, oui. C'est bien beau tout ça, je dirais même que c'est assez théorique, mais quand on sait que le fonctionnaire béninois, quand il a des enfants, plus les enfants évoluent dans le cursus scolaire, plus les charges s'augmentent, parce que la contribution scolaire d'un étudiant dans un privé ou dans le public n'est pas égale aux frais de scolarité d'un écolier du CE1 ou bien du CM1. Alors, oui. Dans ces conditions, comment est-ce qu'il va vraiment s'en sortir pendant que les charges augmentent de cette façon, que ses revenus n'augmentent pas, son salaire est toujours au même endroit? Non, vous savez, la vie est un choix, comme on a l'habitude de le dire. D'accord? Bon, si nous prenons un employé lambda qui n'a aucune autre source de revenus, ce n'est toujours pas recommandé. Parce que quand vous êtes dans la vie active, il
faut penser à avoir plus de revenus. Parce que quand on prend même le salaire ne nourrit pas suffisamment son homme. Le salaire n'enrichit même pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes en activité, vous devez d'abord penser à comment multiplier vos sources de revenus. Et ne pas forcément vous laisser au gaspillage, trop dépenser. Parce que même par rapport à la charge, on dit que les besoins sont illimités, tandis que les ressources destinées à satisfaire ces besoins sont rares. Oui. À partir de ce moment, même si vous gagnez 1 million, 2 millions, 3 millions, vous aurez des problèmes à la hauteur de votre salaire. C'est à vous de faire pression sur vous-même et commencer par penser à comment investir une partie de votre salaire. Parce qu'il n'est pas exclu de voir beaucoup de fonctionnaires acheter des parcelles. Et c'est le propre des Béninois. Les Béninois aiment avoir sa propre maison. Sa propre maison. Naturellement. Aujourd'hui, il peut penser à même aller acheter des parcelles dans des coins reculés. Oui. Et puis, bon, comme on a l'habitude, la terre ne ment pas d'un jour à l'autre. Donc, ça peut acheter ça à revendre. Voilà. Et revendre ça 12 ans, 3 ans à une somme plus élevée que par rapport à la somme d'achat. Vous voyez, il existe de multitudes de moyens pour pouvoir assurer cette vie. Ça, c'est un exemple. Moi, il peut s'investir également dans l'immobilier. Il peut aussi s'investir dans l'agriculture. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de qui va loin, aménage ça. Ça monture. Monsieur, voilà. Il faut avoir plusieurs nœuds à chaque fois, d'en avoir un seul. Merci beaucoup, Monsieur Ramanou. Merci d'être intervenu dans ce débat. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci, c'est à moi de vous remercier. Oui. Excellente suite de journée à vous. Merci beaucoup. Et oui. Voilà l'avis de... C'était donc l'économiste gestionnaire qui nous donnait son avis sur le sujet. Mais Monsieur Aramada, pour vous, coach en développement personnel, je sais que vous nous parliez souvent de gestion, l'indépendance financière, et tout ça. Est-ce que tous les fonctionnaires peuvent construire une maison, tous les fonctionnaires peuvent? Bien sûr, bien sûr. J'aimerais déjà corriger mon titre. Ce n'est pas coach en développement personnel, mais coach en management. En management. Voilà, c'est totalement différent. Différent, vraiment. Voilà. Donc, oui, nous pensons qu'avec une bonne planification avec, en prenant son projet de chez soi, avoir chez soi comme un projet, bien sûr, il va y parvenir. Mais si on doit aborder, c'est-à-dire au détour d'une opportunité, là, acheter une parcelle, commencer avec quelques briques et tout ça là, dans la perspective de petit à petit, l'oiseau fait son nid, on n'y parvient pas forcément de façon efficace. Pourquoi c'est quand même une méthode par laquelle certains sont passés, non? C'est vrai qu'un des intervenants dit, mais quand vous optez pour ça, vous ne vivez plus. La conséquence directe, c'est que vous vous privez. Voilà, vous vous privez. Mais si ce n'est pas cette méthode, laquelle pourrait alors l'aider à construire en même temps sa maison et pourtant vivre plus ou moins bien? Oui, c'est pour cela que tout à l'heure, nous avons parlé du levier que le fonctionnaire a. Qu'on le dise ou non, on peut parler on peut dire que son salaire n'est pas important et tout ça, mais il a un emploi stable, d'accord, qui est garanti sur la durée. Donc, il peut donc en conséquence s'adresser aux banques. Il doit s'adresser aux banques. Donc, avec un projet en relation avec les moyens, les ressources qu'il peut mobiliser. Donc, que son projet ne soit pas une idée comme ça, mais c'est vraiment un projet en relation avec vraiment le montant, les ressources qu'il peut soulever auprès de la banque. Derrière, il pourra mener des activités génératrices de revenus selon ce que l'État lui permet de faire, d'accord, pour
combler. C'est vrai que quand on parle d'activité générative de revenus, ça me fait penser à cette petite anecdote du docteur Michel Babadile qui dit non, il ne faut plus jamais dire activité générative de revenus parce que la prostitution aussi est une activité générative de revenus. Absolument. Et ce n'est pas normal. Et il faut faire attention. On revient sur la question de Mme Danone. Est-ce qu'entre les banques et les tontines qu'on se fait entre copains, entre collègues, c'est quoi la meilleure solution? Moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je crois que c'est les banques. Là, c'est organisé. Il y a un dispositif légal, juridique qui est autour. Et je crois que pour être vraiment en sécurité, c'est là. Ah bon, ok. Ouais. Le tontinier va partir avec votre agent, c'est ça? Pas forcément. Mais moi, je ne vois pas trop de garanties autour. Les gens le font, bien sûr. Même des fonctionnaires le font. Quelqu'un en a donné l'exemple? Bien sûr, ils le font. Et ils s'en sortent, je l'espère, je pense. Mais pour moi, si on me demandait mon avis précisément sur la question, je crois que c'est vers les banques qu'il faut aller. Les institutions financières, ici, c'est que avec quelle tontine vous pouvez mobiliser 10 millions, 20 millions? C'est pas facile. C'est d'abord ça. Voilà. Parce qu'une maison plus ou moins digne, c'est minimum, c'est d'abord ces montants-là. Voilà. Et déjà avec la banque, c'est de l'épargne actif, je vais dire, puisque dans l'épargne traditionnelle, c'est que vous mettez de côté, vous attendez que ça fasse un certain montant avant de commencer. Avec la banque, d'accord, vous avez le gros lot. Et c'est sur votre salaire que vous épargnez pour rembourser. Donc vous avez tout de suite les moyens qu'il vous faut pour démarrer votre projet. Après, dans la réalisation, il va falloir faire attention pour trouver les bonnes ressources et qu'il n'y ait pas de gaspillage, de vol sur le chantier. Un suivi derrière pour que ce qui est prévu soit réalisé. Afin d'éviter de se mordre les doigts plus tard. Absolument. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de ce débat de ce matin. Si, au-delà des deux techniques dont nous avons parlé, si on vous demandait de donner d'autres solutions, d'autres approches de solutions à ceux qui nous suivent ce matin et qui ont certainement à cœur de pouvoir commencer un tel projet pour que dans 5 ans, dans 10 ans, ils puissent finir, peut-être dans 2 ans, ou bien dans 2 mois, 3 mois, également, finir et rester et aller chez eux. Qu'est-ce que vous leur dites? Il n'y a pas les approches telles que recourir aux institutions financières, aux prêts. Et puis, c'est principalement de ça qu'on a parlé. C'est ça. Je crois. Et l'État, les logements sociaux. Les logements sociaux. Voilà, exactement. Moi, je parlais tantôt, je demandais si on voyait l'option, les agences immobilières s'investissent pour faire des projets où chaque fonctionnaire sa parcelle ou sa maison. Sa maison. Mais il y a aussi un autre levier sur lequel les gouvernants devraient jouer. C'est la cherté des produits, des matériaux de construction. Tout à l'heure, M. Sagbo disait, vous êtes dispensé de toute cette tracasserie avec les logements sociaux. Mais quand le fonctionnaire doit aller sur le marché des fers à béton, des feuilles de tôle, du ciment et tout ça, et que chaque jour, ça ne fait que grimper, comment est-ce qu'il fait si l'État, de ce côté-là, c'est vrai, nous sommes dans une économie libérale, mais l'État ne devrait-il pas avoir un œil sur ce domaine, quitte à protéger le citoyen d'une certaine façon? Absolument. Je pense que c'est le rôle du ministère du Commerce avec la veille au niveau des prix pour quand même contrôler l'inflation. Je pense que l'État a un rôle de suivi à faire, à jouer en permanence. Parce que de l'autre côté, vous allez acheter tout ça là à coût vraiment onéreux, et de l'autre côté, sur le terrain, c'est le ferrailleur qui vous dépouille. Qui vous dépouille. Et puis, bon, le maçon qui vous vide de vos ciments. Ça, c'est votre responsabilité. Vous devez avoir mis sur place. C'est pour ça que je comprends, M. Sagbo, qui préfère les logements sociaux. D'accord. Alors, M. Ahamada, si vous devriez conclure. Alors, c'est déjà inviter le fonctionnaire à transformer son idée de maison en un projet de construction, d'accord, avec une bonne planification derrière, et d'utiliser son contrat de travail comme un levier pour obtenir les ressources financières proportionnellement à son salaire et avoir un projet en phase avec les ressources qu'il est capable de mobiliser. Dans la phase réalisation, faire vraiment très attention pour avoir les bonnes personnes, le suivi, et il pourra rejoindre sa maison. Merci beaucoup. Dans quelques années. Monsieur Sagbo, pour terminer. Pour terminer, je vais prodiguer quelques conseils aux fonctionnaires.
Et premièrement, c'est-à-dire avant d'aller vers le prêt, d'accord, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est pratiquement la seule option qui s'offre à eux. Avant d'aller vers ça, il va falloir, c'est-à-dire planifier tout d'abord. Il ne faut pas aller faire le prêt et l'argent viendra dormir à la maison. Là, le risque, c'est grand. Il faut être sûr. Des gens qui ont fait ça, hein? Et puis, l'argent est parti et le projet n'a pas été réalisé. Ça arrive. Il vit sous les dettes. C'est pour aller acheter une voiture. Voilà. Donc, il faut être sûr de tout d'abord. Le terrain, d'abord faire des enquêtes, être sûr que le terrain n'est pas litigieux. C'est très important. Voici encore un problème dans le pays. Être sûr de tout ça, le prix général pratiqué dans la zone, d'accord, avoir c'est-à-dire un devis par rapport à la construction et être sûr, parce qu'il ne faut pas aller emprunter et finalement se retrouver dans l'incapacité d'achever. Il y a un problème. Donc il faut être sûr de tout. Avoir un montant prévisionnel avant d'aller vers le banquier. Et si tout est vraiment balisé, je crois que le projet est réalisé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci bien. Et oui, Madame Danonde, Monsieur Sochoum, nous avons eu des informations. Je crois que pour nous aussi, hein? Pour nous aussi, nous sommes concernés. D'ailleurs, oui, enfin, nous sommes en plein dedans. Nous sommes concernés. Mesdames, Messieurs, nous sommes concernés tout aussi que vous. Hein. Ne pensez pas que nous sommes ici comme des donneurs de leçons. Rien du tout. Il n'en est absolument rien. Mais vous me permettez, puis-je vous poser rapidement une question, très rapidement. Oui, permettez, entre la voiture et la maison, lorsque vous entrez en fonction, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Est-ce qu'il faut penser acheter la voiture ou penser construire en même temps? La voiture, c'est un mauvais choix. Surtout si cette voiture doit être financée par un prêt, c'est vraiment un mauvais choix. Parce qu'à partir du moment où vous achetez une voiture avec 5 millions aujourd'hui, demain, ça ne vaut plus 5 millions. Ça, c'est clair. Par contre, la terre que vous avez achetée s'enchérissera toujours. Voilà. C'est votre avis aussi? Avis partagé, mais avec un peu de réserve, parce que le fonctionnaire va falloir se déplacer forcément. Donc, il y a des endroits où il faut une voiture. Ce n'est pas un luxe, il faut une voiture. Mais dans pour sa propre sécurité d'abord. Oui, voilà, d'abord. Il faut une voiture. Mais si ailleurs, les gens, il y a des moyens de déplacement. Ce n'est pas forcément qu'il faut acheter une voiture. Mais s'il y avait des moyens, des possibilités que l'État offre, par exemple, c'est-à-dire, on n'a pas encore atteint ce niveau. Voilà. Bon, ben voilà, on me fait de grands gestes qu'on a fini. Vraiment. Bon, ben écoutez, mesdames, messieurs, on n'aura pas fait tout le tour de la question. Certainement que comme Madame Danon vous posez aussi cette question, hein, mais je crois que l'État n'a pas encore interdit les venues de France. Donc, ça ne coûte pas la tête des yeux d'avoir une petite voiture pour être en sécurité, vous et vos enfants. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir un prêt aujourd'hui pour aller acheter une voiture, à moins que ce soit une voiture neuve. Ça, c'est mon avis. Allez, maintenant, pour la parcelle. C'est vraiment votre avis, hein, parce que j'ai des questions pour vous. D'accord. Dans les coulisses. À la fin, mesdames, messieurs, nous retenons tout simplement qu'il faudra tout simplement faire une planification, faire en sorte d'avoir les ressources qu'il faut d'une façon ou d'une autre, loin de la corruption, loin vraiment de la corruption, et se contenter de ce que l'on a. Nous allons juste lancer l'appel au gouvernement de notre pays de penser davantage au bien-être des fonctionnaires, des travailleurs en général de ce pays, pour que le citoyen qui est épanoui, c'est un pays qui s'épanouit, c'est un pays qui se développe.